Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation d'achatpublic.com. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, achatpublic.com, créé en 2023, c'est une entreprise composée d'experts en marché public et qui est leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Donc, c'est la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est une source d'information incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et puis, ce sont des formations au marché public destinées aux acheteurs publics évidemment, mais aussi aux entreprises soumissionnaires. Et en 2025, ce sont plus de 60 programmes et 600 sessions qui sont programmées à Paris, en province et même dans les dom-toms, mais aussi bien sûr en classe virtuelle. Et puis des formations qui sont déclinables dans vos locaux des 4 personnes intéressées. Donc, autour du sujet qui va nous intéresser ce matin, vous le voyez sur la slide qui suit, nous avons une formation intégrer l'IA dans les processus de soumission aux appels d'offres. Donc, une formation qui va vous permettre d'optimiser vos réponses grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est un programme qui est animé par Fabrice Richaud, à nos côtés ce matin, qui est un expert dans le domaine des achats avec 20 ans d'expérience en tant que responsable dans les marchés publics et privés. Et il exerce aujourd'hui en tant que consultant et formateur à travers sa société Negoci.pro. Donc, ayant dirigé des équipes avec succès et formé de nombreux professionnels, il accompagne à la fois les collectivités et les entreprises sur les achats et l'IA notamment. Donc, je vais lui laisser la parole pour ce webinaire. N'hésitez pas tout au long de son intervention à utiliser le petit point d'interrogation que vous devez avoir sur votre menu afin de poser vos questions et je les lui relayerai en fin d'intervention. Très bon webinaire à tous. Fabrice, je vous laisse la parole et je vous donne rendez-vous après pour les questions. Merci Laurence. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi donc de vous retrouver pour ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle comme levier d'optimisation pour vos réponses au marché public. On parle beaucoup d'IA ces derniers mois et c'est un sujet qui suscite à la fois fascination et inquiétude, mais au-delà du buzz médiatique, la question qu'on peut se poser est l'intérêt de l'intelligence artificielle au quotidien et plus précisément dans le domaine des marchés publics. Donc c'est justement ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Je rencontre quotidiennement des professionnels comme vous qui me posent souvent ces questions. Est-ce que l'IA peut vraiment m'aider à gagner plus de marché? Est-ce que c'est une solution fiable pour des documents aussi techniques et juridiques qu'un DCE, donc document de consultation des entreprises? N'y a-t-il pas des risques à utiliser de ces outils? Donc ces questions sont vraiment légitimes et je vais tenter d'ici quelques minutes d'y apporter des réponses claires, pragmatiques et surtout basées sur mon expérience et mon accompagnement donc auprès des entreprises comme les vôtres. Pour répondre à ces questions, je vous propose de structurer ce webinaire en 4 temps. D'abord, on va aborder comment l'IA peut être un levier dans vos soumissions aux appels d'offres et plus particulièrement l'analyse des DCE et la préparation de vos réponses. Ensuite, examiner ses capacités actuelles et analyser en profondeur les pièces du marché, puis se projeter vers l'avenir en explorant son potentiel comme véritable assistant stratégique. Enfin, aborder un point essentiel qui est souvent d'ailleurs peu évoqué, c'est les risques que comporte son utilisation et les précautions à prendre. Mon objectif pendant ce webinaire n'est pas de vous convaincre d'adopter l'intelligence artificielle à tout prix, mais de vous donner les clés pour décider, en connaissance de cause, comment intégrer au mieux dans votre stratégie de réponse au marché cet outil. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec donc des applications concrètes de l'IA, donc justement dans l'analyse préliminaire des dossiers de consultation. Alors, cette première étape, bien sûr, après avoir téléchargé les pièces du marché en lien avec votre activité,
vous devez déterminer si un marché vaut la peine qu'on y consacre du temps et des ressources. Vous le savez tous, l'analyse d'un dossier de consultation peut prendre des heures, voire des jours. Vous éplucher parfois des centaines, enfin des dizaines ou des centaines de pages, identifier les informations essentielles, délais, critères d'attribution, pondération, exigences techniques, etc., etc. C'est un travail fastidieux, mais indispensable pour décider si vous répondez ou pas à ce marché. Et je dirais que c'est déjà là que l'intelligence artificielle intervient comme un véritable accélérateur. Je m'explique. En quelques minutes, elle peut extraire et synthétiser toutes ces informations clés. Elle peut repérer immédiatement les points critiques, les exigences techniques, les clauses qui pourraient éventuellement représenter soit un risque, soit une opportunité justement pour votre entreprise. Et ce qui vous prenait aujourd'hui une journée entière pour pouvoir le détecter et en tout cas décortiquer tous ces éléments-là, ben, grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça peut être fait en 1 heure. Alors pourquoi je dis 1 heure? Parce qu'on pourrait dire oui, mais ça se fait même en moins de temps. Mais bien évidemment, c'est en tenant compte du temps que vous allez passer pour vérifier et analyser, avoir une analyse critique de votre part sur ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Mais je dirais que l'IA va bien au-delà de cette simple extraction d'informations. Là où elle montre vraiment tout son potentiel, c'est dans la phase de préparation des réponses, particulièrement donc pour structurer votre mémoire technique. Alors, comment procède-t-elle? Eh bien, écoutez, elle analyse d'abord la structure même du cahier des charges, identifie les points sur lesquels l'acheteur insiste particulièrement et vous propose un plan qui répond point par point. Elle vous aide à créer un mémoire technique en parfaite cohérence avec les attentes exprimées dans le DCE. Et vous savez tous d'ailleurs que la personnalisation est essentielle dans une réponse à un marché. Les acheteurs d'ailleurs reprochent parfois aux entreprises des réponses qui sont plutôt génériques, ces fameux copier-coller qui donnent l'impression d'ailleurs que vous n'avez pas vraiment étudié leurs besoins. Et je pense que cela va vous faire écho. La raison est que parfois des parties entières de mémoire technique, comment dire, sont recyclées d'un marché à l'autre. Et souvent d'ailleurs pour la même raison, c'est manque de temps. Ce qui explique qu'effectivement qu'on retrouve des paragraphes d'un marché à l'autre et qui ne sont pas forcément, je dirais, en adéquation complète au total avec ce qui est demandé dans l'appel de l'offre auquel vous répondez. Un autre aspect concerne l'adaptation linguistique. Alors, l'IA analyse le vocabulaire utilisé dans le DCE, encore une nouvelle fois, et vous aide à aligner votre réponse sur ce langage. Alors, cette cohérence linguistique, elle peut sembler anodine, mais elle contribue significativement à la perception de votre offre comme étant parfaitement adaptée aux besoins exprimés. Si l'acheteur utilise un langage très technique dans son CCTP, par exemple, évidemment, la réponse doit être en adéquation. Et au contraire, si vous voyez que c'est peu technique et que vous avez une expertise très technique, il faut vulgariser pour que votre réponse puisse correspondre à ses attentes et surtout qu'il puisse bien comprendre ce que vous voulez lui expliquer. N'oublions pas non plus un aspect qui est l'aspect collaboratif. Je m'explique. Dans une réponse à un appel d'offres, en fonction de la taille de votre structure, il peut y avoir plusieurs services ou plusieurs personnes qui vont intervenir dans cette réponse. Service commercial, technique, juridique, financier par exemple. Et bien là aussi, nouvelle fois, l'IA peut faciliter cette collaboration en consolidant, je dirais, les différentes contributions, mais aussi en garantissant, je dirais, la cohérence entre les différentes parties du mémoire technique. Chacun a son langage, à sa façon de rédiger, etc. Et donc, pour éviter qu'au final, on se retrouve avec un mémoire technique où on a assemblé des différentes pièces du puzzle et qu'on ne retrouve pas une cohérence linguistique, et bien là, ou même technique, et bien là, du coup, ça permet de faire un lissage et de pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir cette cohérence entre les différentes parties, comme je viens de le dire. Elle peut générer des synthèses de différentes versions pour aussi accélérer les validations internes. Je dirais que vous connaissez tous les allers-retours interminables entre services, V1, V2, V3, jusqu'à la version V7.
et ça 2 heures avant la deadline. Donc c'est vrai que l'IA, par rapport à ça, elle permet vraiment de rationaliser ce processus et en identifiant même les incohérences qu'il peut y avoir entre ces différentes parties et en y apportant les modifications nécessaires. Alors, je tiens quand même à préciser, c'est super important, c'est que je vais vraiment insister dans le sens où l'IA reste un outil d'assistance et pas de remplacement. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que dans les marchés publics, on le sait très bien qu'il faut avoir une compréhension fine des enjeux et une expertise métier solide. Vraiment avoir une capacité à proposer des solutions qui sont véritablement, je dirais, adaptées aux besoins exprimés par l'acheteur. Et ces éléments-là relèvent de votre expertise professionnelle et ne peuvent pas être totalement délégués à l'intelligence artificielle. Vous devez rester aux commandes, valider les contenus, apporter votre valeur ajoutée spécifique. Alors certes, l'IA vous libère du temps pour vous concentrer justement sur le fait qui fait vraiment la différence, c'est-à-dire votre expertise et votre connaissance du terrain. C'est essentiel. J'aborde maintenant une autre question qui est la question de l'IA comme outil d'analyse des pièces du marché. Et la question qu'on peut se poser, une nouvelle fois, c'est est-ce que c'est vraiment un bon outil d'analyse? Je dirais que ma réponse, elle est nuancée, mais globalement positive. Car oui, l'IA générative excelle dans l'extraction et la synthèse d'informations à partir de documents volumineux et complexes, qui correspondent tout à fait finalement à la nature des DCE. Elle peut, comme je l'ai évoqué rapidement, identifier les éléments clés d'un cahier des charges de plusieurs dizaines ou centaines de pages. J'évoquais les délais, les exigences techniques, les critères d'évaluation, les clauses particulières. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est sa capacité à établir des liens entre les différentes pièces du marché. Par exemple, détecter éventuellement des incohérences entre un CCTP et un CCAP. Ça arrive. Ou mieux encore, c'est percevoir surtout comment une exigence, je dirais, technique se traduit concrètement dans les critères de notation. L'IA détecte justement ces connexions, ces liens parfois subtils entre les différentes pièces du dossier. Elle peut, par exemple, vous montrer qu'une exigence qui apparemment est mineure, qui figure par exemple la page 17 d'un CCTP, finalement se retrouve comme un critère essentiel ou majeur dans la grille d'évaluation. Donc cette vision, je dirais, transversale est précieuse, car elle permet vraiment de comprendre les marchés dans sa globalité, au-delà de l'analyse compartimentée que l'on fait souvent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un DCE qui comprend X documents, la première réaction, mais évidemment, c'est qu'on lit les documents un après l'autre, et l'interfaçage, des fois, n'est pas si évident que ça. Et donc, cette IA, justement, nous aide, entre guillemets, comme je viens de le dire, à avoir cette vision plus transversale. L'intelligence artificielle, également, elle s'avère très efficace pour repérer des clauses potentiellement problématiques. Elle peut vous alerter sur des exigences particulièrement strictes, des pénalités importantes, des délais serrés ou des obligations qui sortent des standards, on va dire, habituels. Donc cette détection plutôt précoce, je dirais, vous permet vraiment d'évaluer les risques et de décider en toute connaissance de cause si vous souhaitez répondre ou pas à un marché. Un autre avantage notable concerne l'analyse comparative. Si vous disposez des DCE de marchés similaires auxquels vous avez déjà répondu, l'IA peut les comparer avec le nouveau marché auquel vous voulez répondre maintenant et identifier les similitudes et les différences. Et cette comparaison peut vous aider à utiliser, je dirais, efficacement vos réponses antérieures tout en les adaptant précisément aux spécificités du nouveau marché. Alors, ce n'est pas, comme je le disais il y a quelques minutes, de simple copier-coller, puisque là, il va y avoir une vraie réflexion et une mise en adéquation, comme je le disais également, avec le nouveau marché. Par contre, attention à la sécurisation de vos données.
Et je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard dans la 4e partie du webinaire. Alors, je viens peut-être jusqu'à maintenant, peut-être vous vendre du rêve. Cependant, et c'est important de le souligner, c'est que l'IA présente encore certaines limites dans l'analyse préliminaire des pièces du marché. Premièrement, elle peut parfois mal interpréter les formulations juridiques complexes et ambiguës. Le langage juridique des marchés publics, et je ne vais rien vous apprendre en vous disant que entre ces nuances et ces références implicites des fois à la jurisprudence peut poser des difficultés de compréhension. Alors imaginez pour l'intelligence artificielle. C'est pourquoi une validation humaine reste indispensable, particulièrement pour les clauses critiques. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'IA peut avoir du mal à saisir pleinement le contexte métier spécifique. Elle peut ne pas comprendre l'importance réelle de certaines exigences techniques qui, pour un expert du domaine comme vous, seraient immédiatement identifiées comme essentielles ou problématiques. Troisième point, l'IA travaille sur des documents tels qu'ils sont rédigés, mais ne peut pas deviner les intentions implicites de l'acheteur ou les enjeux politiques sous-jacents. Or, je dirais qu'on le sait tous parfois que ce qui n'est pas écrit est aussi important que ce qui n'est pas, ce qui n'est pas écrit est aussi important que ce qui ne l'est pas. Donc, pour tirer le meilleur parti de l'IA dans l'analyse des pièces de marché, je vous recommande une approche en 3 temps. D'abord, utilisez l'intelligence artificielle pour un premier déchiffrage et défrichage rapide. Laissez là extraire, je dirais, et synthétiser les informations clés. Ça vous fera gagner déjà un temps précieux. Ensuite, concentrez votre expertise humaine sur la valeur des points critiques identifiés par l'IA et sur l'analyse des aspects stratégiques ou particulièrement complexes. Enfin, utilisez à nouveau l'intelligence artificielle pour consolider votre compréhension globale du marché et vous aider à prendre votre décision finale quant à l'opportunité d'y répondre. Et je dirais même que j'aurais pu rajouter sur cette slide un 4e temps, qui est en fait l'assistance à la rédaction du mémoire technique. Donc cette approche, elle combine efficacement la rapidité d'action de l'intelligence artificielle avec le discernement justement de votre expertise métier. Si on se projette maintenant vers l'avenir, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'IA pourra à terme devenir une véritable assistance à réponse au marché? Même si aujourd'hui, on vient de démontrer qu'elle est déjà une assistance, mais je dirais avec une plus grande autonomie ou encore des capacités, je dirais, encore supérieures. Sur ce point, à mon sens, l'IA évoluera pour devenir non pas simplement un outil parmi d'autres, mais un véritable assistant stratégique dans votre processus de réponse au marché public. Pour moi, ces assistants IA vont évoluer vers une personnalisation poussée. Alors, ils apprendront à connaître votre entreprise, vos points forts, vos références, votre positionnement commercial, votre organisation. Ils sauront que vous excellez dans tel domaine, que vous avez une expertise reconnue sur tel aspect, que vous avez déjà réalisé tel type de prestation avec succès. Et cette connaissance leur permettra de vous suggérer des stratégies de réponse parfaitement alignées avec vos atouts spécifiques face à chaque marché. Je ne vais pas rentrer dans le principe même et les fondamentaux de l'IA, mais je ne vous apprends rien que l'intelligence artificielle aujourd'hui fonctionne avec de la donnée et que sa force justement, je dirais qu'elle est de plus en plus performante en fonction de la quantité de données que vous lui donnez. Donc, à terme, il n'y aura plus besoin de rappeler à ces fameux assistants IA à chaque fois votre historique, vos ressources, vos succès passés. Ils sauront l'intégrer naturellement dans leurs recommandations. Un aspect particulièrement prometteur aussi concerne
l'aide à la décision stratégique. À terme, l'IA ne se contentera pas d'analyser techniquement les pièces du marché, mais vous aidera à déterminer si vous devez y répondre et comment y répondre. En croisant l'analyse du DCE avec vos données internes, capacité et disponibilité, marge habituelle, enfin taux de succès, enfin tout aujourd'hui ce qui fait que toute la réflexion en tout cas vous menez aujourd'hui quand vous répondez à un marché, et elle pourra vous recommander d'y aller seul, éventuellement, en sous-traitance, ou carrément ne pas répondre à cette consultation en vous amenant des arguments objectifs à l'appui. Autre point, la rédaction assistée des mémoires techniques connaîtra également une révolution, et là-dessus, je pourrais même dire d'ailleurs, je peux même parler au présent, puisqu'elle le fait déjà. L'IA aujourd'hui déjà est capable de générer des premières versions, on va dire, de grande qualité dans vos mémoires techniques et les structurer en fonction du DCE, en apportant, je dirais, des arguments différenciants, je dirais, vos références pertinentes, le contexte spécifique du marché. Et ces versions, on va dire, je dirais, générées par l'intelligence artificielle, servent déjà de base solide pour que vos experts ou vous-même n'ayez plus qu'à affiner et personnaliser finalement ces mémoires techniques. Donc fini les heures passées à reformuler des passages techniques, réorganiser des sections entières. L'IA aujourd'hui est capable de s'en charger, et en gardant même d'ailleurs votre identité visuelle et je dirais votre style. Quand je dis style, c'est votre style rédactionnel. Un autre domaine de progrès significatif concernera, par contre là je parle un peu plus au futur, l'optimisation des prix. En analysant des marchés passés, les attentes des acheteurs, l'IA pourra vous aider à déterminer un positionnement tarifaire optimal qui maximisera vos chances de succès tout en préservant votre rentabilité. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, on voit de plus en plus l'intelligence artificielle aujourd'hui utilisée par les traders. Donc c'est quelque chose aujourd'hui effectivement qui, grâce à la puissance de l'IA, permet de faire des choses, je dirais, plus optimisées, plus pointues. Je ferme la parenthèse. Donc si on revient sur les marchés, elle pourra donc même simuler justement différents scénarios de notation pour vous aider à trouver le meilleur équilibre entre prix et valeur technique. Alors, je vous donne juste un petit exemple. Si par exemple vous augmentez votre prix de 5%, forcément, par rapport à la pondération des critères, vous allez avoir une note qui va baisser de X points. Mais par contre, si vous augmentez votre prix de 5%, peut-être que ça va vous permettre justement d'inclure des prestations supplémentaires ou une qualité de service, etc. Et donc, vous allez avoir une meilleure note technique de Y points, par exemple. Et donc, au final, en faisant, puisque c'est la somme de tous ces critères qui font la note obtenue et finalement, du coup, votre classement et si vous reportez ou pas le marché, ben, en fait, en faisant cette gymnastique de répartition entre le prix finalement et la technicité, ça peut avoir un impact global positif sur votre note finale et du coup remporter un marché. Autre aspect, et j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est l'aspect collaboratif qui peut être également transformé. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que l'IA peut effectivement regrouper les pièces du puzzle réalisé par différents services pour consolider le mémoire. Et là, je dirais que l'IA deviendra peut-être un véritable chef d'orchestre, justement en coordonnant ces contributions des différents services, en alertant éventuellement des incohérences, des doublons ou des oublis, et en facilitant la consolidation de l'ensemble du document pour qu'il soit, encore une nouvelle fois, comme je le disais également, en parfaite cohérence avec ce qui est demandé et que ce soit un document qui soit impactant. Mais l'évolution, je dirais, la plus significative à mon sens, sera sa capacité de l'IA à apprendre continuellement de vos succès et de vos échecs. En analysant systématiquement les retours obtenus sur vos offres, les commentaires des acheteurs que vous aurez effectivement pu avoir, les écarts de notation avec vos concurrents,
par rapport donc aux grilles de notation. Finalement, l'IA sera en capacité d'affiner progressivement sa compréhension des facteurs de succès spécifiques à votre entreprise. Et chaque réponse, qu'elle aboutisse à un succès ou un échec, enrichira cette base de connaissances et améliorera du coup ses recommandations futures. C'est en fait un cercle virtueux d'amélioration continue qui vous permettra de progresser marché après marché, d'affiner votre stratégie et d'optimiser vos arguments. Alors, toutefois, même dans ce futur prometteur, l'IA restera quand même un assistant et non un remplaçant. L'avenir que j'entrevois justement est donc celui d'un binôme puissant, qui sera d'un côté une intelligence artificielle qui aborde la charge liée à l'analyse, à la structuration, et qui propose justement des stratégies basées sur des données objectives, et de l'autre côté, les professionnels, c'est-à-dire vous, humains, qui pourront vous concentrer sur la valeur ajoutée stratégique, l'innovation et, je dirais, les différenciations qualitatives. Donc, cette combinaison, je dirais, pourrait bien être une vraie révolution dans votre approche des marchés publics, en augmentant justement de manière significative votre taux de succès tout en optimisant, je dirais, vos ressources internes, puisque c'est vrai que lorsqu'on parle d'appel d'offres, un des points souvent qui m'est évoqué, c'est effectivement les ressources internes importantes nécessaires pour répondre à ce type de marché, qui fait que certaines répondent à peu de marché ou pas du tout. J'en viens maintenant à la dernière partie de mon intervention, qui sont les risques à l'utilisation de l'IA dans l'utilisation des marchés publics. Alors, c'est une question essentielle, car comme toute nouvelle technologie puissante, l'IA générative présente des risques et qu'il est indispensable d'identifier et de maîtriser. Le premier risque est peut-être, je dirais, le plus subtil, c'est celui de la dépendance excessive. Je m'explique. En s'appuyant, je dirais, trop fortement sur l'intelligence artificielle pour analyser justement et répondre au marché, une entreprise pourrait, je dirais, progressivement perdre sa capacité d'analyse critique et son expertise interne. Et or, ces compétences, je dirais, elles sont fondamentales. On compare d'ailleurs souvent cette situation à celle d'utilisation de la calculatrice, que l'on sort facilement de sa poche en prenant son smartphone avec la fonction calculatrice pour faire une simple addition ou une simple multiplication. Je dirais qu'on ne fait plus l'effort aujourd'hui à faire du calcul mental. Donc voilà, bon, c'est peut-être un peu simpliste cet exemple, mais je trouve que ça illustre quand même un petit peu, je dirais, vers quoi on peut tendre en utilisant ces outils qui sont puissants et qui permettent d'avoir des réponses rapides et sans effort. À force de tout déléguer à l'IA, également, on risque d'atrophier, je dirais, certaines compétences essentielles. La capacité à évaluer finement un contexte, à déceler les nuances, à anticiper les risques non explicites. Pardon. Excusez-moi, je reviens. Pardon. Voilà, je suis revenu, j'étais un peu trop vite. Donc, pour éviter ce risque, il est important de maintenir un équilibre où l'IA en fait assiste vos équipes sans se substituer à leur réflexion et à leur jugement. Il faut continuer à former vos collaborateurs, à entretenir leur expertise et à les encourager à porter un regard critique justement sur les propositions de l'IA. Et non pas se dire, bon, l'IA aujourd'hui pourra remplacer un collaborateur, j'ai plus besoin de son expertise. Un autre risque majeur concerne la fiabilité des informations générées. L'IA générative peut parfois produire ce que l'on appelle des hallucinations. Ce sont des informations qui semblent plausibles, mais qui sont complètement inexactes ou même inventées par l'intelligence artificielle, puisque, comme je le dis à chaque fois, l'intelligence artificielle ne dit jamais « je ne sais pas ». Quand elle ne sait pas, elle invente. Donc, dans le contexte des marchés publics, où la précision juridique et technique est primordiale, ces hallucinations peuvent avoir des conséquences graves. Imaginez une IA qui interprète mal une clause technique
ou qui invente une référence réglementaire, votre réponse pourrait être non conforme ou carrément contenir des engagements que vous ne pourriez pas tenir. Donc, ce risque impose une vigilance constante, une vérification systématique des contenus générés par l'intelligence artificielle, particulièrement justement pour les aspects juridiques, les engagements contractuels et les spécifications techniques. Donc, vous devez toujours conserver cette posture de contrôle finale, cette vérification et validation experte pour vérifier l'exactitude, en tout cas, et la pertinence de vos réponses. Un autre risque également, c'est la standardisation excessive en utilisant l'IA qui pourrait être un danger. Si de nombreuses entreprises utilisent des outils d'IA avec des paramétrages similaires, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail dans la notion de paramétrage ou de prompt, hein, on pourrait assister à des réponses qui se viennent presque identiques et qui rendraient du coup la différenciation plus difficile. Les acheteurs publics, à ce moment-là, pourraient avoir du mal à distinguer les offres et se retrouver avec des offres très similaires. Donc, pour préserver cette singularité, je dirais l'essentiel d'utiliser l'IA comme un point de départ et non comme une finalité, en y rajoutant chaque fois systématiquement, je dirais, votre touche distinctive. Je l'ai dit plusieurs fois dans ce webinaire, cette expertise que vous avez et éventuellement les innovations qui vous sont propres. L'IA, en fait, elle doit amplifier votre identité et pas la supprimer. Autre point essentiel, c'est la question de la confidentialité et de la sécurité des données. En utilisant des IA génératives grand public, vous pourrez exposer des informations sensibles, votre stratégie commerciale, vos tarifs, vos méthodes. Et donc, il est impératif de bien comprendre comment vos données sont traitées par ces outils, où elles sont stockées et comment elles sont protégées. Cette vigilance est d'autant plus importante pour les entreprises, bien sûr, travaillant sur des marchés sensibles, comme le secteur de la défense, la sécurité ou la santé, mais pas que. Évidemment, je dirais que toute entreprise aujourd'hui a des données, des tarifs, etc., une politique commerciale et autres, et donc forcément, elle est également concernée. Donc, avant d'utiliser une intelligence artificielle, une solution pour répondre à ces marchés publics, posez-vous systématiquement ces questions. Mes données sont-elles utilisées pour entraîner de l'intelligence artificielle? Sont-elles accessibles à d'autres utilisateurs? Puis-je les supprimer définitivement après usage? Et je dirais que les réponses à ces questions doivent orienter votre choix d'outils et vos pratiques d'utilisation. Quand je dis pratiques d'utilisation, comme je l'ai expliqué, puisqu'on a vu qu'on peut s'en servir à différents niveaux, je dirais qu'à un moment donné, en fonction des outils que l'on a, il faut savoir s'arrêter avant la rédaction des mémoires techniques ou avant de donner une information si on n'est pas certain de pouvoir garantir justement cette sécurisation. Un risque plus subtil concerne la responsabilité juridique. Si vous utilisez une intelligence artificielle pour rédiger des engagements contractuels ou des propositions techniques, puisque c'est le cas quand vous répondez avec un acte d'engagement et vous répondez à une consultation au marché public, la question c'est qui est responsable en cas d'erreur ou d'impossibilité à tenir ces engagements? La réponse elle est simple, c'est toujours vous. Les recours à l'intelligence artificielle ne diminuent en rien votre responsabilité juridique. Vous ne pourrez jamais dire à un client mécontent, ce n'est pas moi, c'est l'IA qui s'est trompée dans notre offre, évidemment. Donc, il est encore une nouvelle fois essentiel de maintenir un processus rigoureux de validation humaine, de tout le contenu qui est généré donc par l'IA avant de remettre son offre. Enfin, il existe un risque d'inégalité d'accès à ces technologies entre les entreprises. Les grandes structures disposent de ressources importantes et donc peuvent développer ou acquérir des solutions d'intelligence artificielle sophistiquées et personnalisées. Tandis que les plus petites structures, TPE, PME, peuvent avoir des difficultés justement à acquérir ces outils ou implémenter ces outils au sein de leur structure. Et donc cette fracture numérique pourrait renforcer, je dirais, les disparités existantes
entre l'accès de la commande publique à la commande publique, allant à l'encontre justement de l'objectif d'une plus grande ouverture des marchés publics aux plus petites structures. Donc l'intelligence artificielle, pour moi, doit être un facteur d'équité et non d'accroissement de ces fameuses inégalités. Donc pour maîtriser ces risques tout en bénéficiant des avantages de l'IA, je vous recommande une approche structurée. Premièrement, investir dans la formation de vos équipes, non seulement à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, mais aussi à leur évaluation critique. Vos collaborateurs doivent savoir quand faire confiance à l'intelligence artificielle et quand remettre en question ses propositions. Deuxièmement, mettre en place des processus clairs de validation humaine, particulièrement pour les éléments critiques comme les engagements contractuels, les propositions techniques complexes ou des éléments financiers. Et troisièmement, réfléchir à une solution, je dirais, spécialisée. Et alors ça va être ma minute de pub, désolé. C'est justement pour répondre à ces enjeux particulièrement, je dirais, celui de la fracture numérique et la sécurité des données que je finalise le développement d'une intelligence artificielle spécifique conçue pour les entreprises qui répondent au marché public. Donc, contrairement justement aux solutions grand public comme ChatGPT ou Claude ou Gemini ou enfin toutes celles qui connaissent, enfin qui sont aujourd'hui connues, qui sont excellentes pour un usage personnel, mais qui sont parfois pas tout à fait adaptées aux exigences professionnelles. L'IA, donc, je vous parle, comment dire, offre un environnement sécurisé où les données sensibles, justement, ne sont ni exploitées, ni partagées, ni conservées pour entraîner d'autres modèles. Et mon objectif, si vous voulez, est simple, c'est de rendre cette technologie accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en proposant donc un prix compétitif. Je suis convaincu, si vous voulez, que cette démocratisation est essentielle pour que l'IA, justement, ne vienne pas, comme je le disais tout à l'heure, un facteur d'inégalité supplémentaire dans l'accès à la commande publique. Trop d'entreprises, quand j'échange avec eux ou où je les forme, font l'erreur de se tourner justement vers des IA grand public, parfois même gratuites, alors là c'est encore pire, pour leurs besoins professionnels, sans mesurer justement les risques en termes de confidentialité, de fiabilité et de pertinence. Donc, cette IA que j'ai appelée Negoci.ia, justement, donc, a pour but d'apporter une réponse adaptée, justement, spécialisée et sécurisée à ces préoccupations légitimes. Voilà, comme je le disais, c'était ma minute de pub. Alors, évidemment, il y a d'autres possibilités de déployer des solutions en interne avec sur vos infrastructures, des solutions d'IA sécurisées en fonction de vos, comme je viens de le dire, de vos infrastructures, serveurs, GPU, etc. Bon, là, c'est beaucoup plus technique et je ne vais pas m'étendre puisque ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, pour conclure ce webinaire, j'aimerais partager avec vous un constat issu, je dirais, de mon expérience auprès de plus de 100, voire 150 personnes que j'ai déjà eu l'occasion de former sur cette thématique. Ce n'est pas une incitation commerciale, mais simplement vraiment une observation. Les entreprises qui démarrent avec un accompagnement initial atteignent leur autonomie beaucoup plus rapidement que ceux qui se lancent seuls. C'est une évidence. Ces entreprises, je dirais, évitent toutes les erreurs classiques des débutants et acquièrent finalement, je dirais, les bonnes pratiques et surtout réduisent considérablement leur temps d'apprentissage. Aujourd'hui, en quelques jours, mais vraiment en quelques jours après la formation, je dirais, les équipes, elles deviennent beaucoup plus opérationnelles dans l'utilisation de l'IA, dans leur réponse au marché, alors que d'autres, justement, vont mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec une approche essai-erreur, on va dire. Donc la clé d'un bon accompagnement reste l'objectif d'autonomie rapide. Il ne s'agit pas de créer une dépendance, mais bien de transformer efficacement, je dirais, les compétences et le savoir-faire nécessaires pour que vos équipes, justement, puissent ensuite voler leurs propres ailes. Je vous recommande d'adopter une approche, quand vous décidez d'utiliser l'intelligence artificielle sur cette activité, une approche progressive dans l'intégration dans votre processus de réponse au marché.
D'abord, c'est d'identifier les tâches chronophages ou répétitives qui peuvent justement bénéficier de l'intelligence artificielle, d'expérimenter progressivement, d'intégrer ces outils, je dirais, dans votre processus global. L'IA générative, elle offre aujourd'hui, nous l'avons vu, plusieurs leviers concrets pour améliorer vos réponses au marché public. Elle peut vous faire gagner du temps précieux dans l'analyse des DCE, vous aider à structurer vos mémoires techniques, personnaliser vos contenus, faciliter la collaboration entre les différents services. Et on en a parlé, à terme, elle évoluera aussi vers une véritable assistance stratégique, capable de vous aider carrément dans vos décisions, de générer des réponses de qualité encore supérieure et d'apprendre continuellement de vos succès et de vos échecs. Mais, on l'a également abordé, cette technologie apporte aussi des risques qu'il faut savoir maîtriser. Dépendance excessive, fiabilité des informations, standardisation, confidentialité et responsabilité juridique. Donc, une approche structurée et prudente vous permettra, je dirais, de tirer du meilleur parti de ces outils en minimisant justement ces risques. Et donc, en adoptant cette approche progressive, vous pourrez tirer parti des immenses possibilités, en tout cas offertes par l'IA, tout en conservant ce qui fait, je dirais, la valeur unique de votre entreprise, c'est-à-dire votre expertise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour approfondir ces sujets avec vous si besoin. Et en attendant, bien sûr, comme disait Laurent, je peux répondre aux questions que vous auriez posées éventuellement dans le chat pendant que je vous expose ce webinaire. Laurence, je vous laisse reprendre la main. Merci Fabrice. Écoutez, déjà, je vous remercie infiniment pour cette intervention. Plaisir. Vous êtes un grand nombre à l'avoir suivi. On a beaucoup de questions, donc on va peut-être pas pouvoir répondre à tout là aujourd'hui, mais voilà, je vous incite fortement, je vous ai remis le lien dans le chat à venir assister à la formation qu'anime Fabrice à nos côtés sur ces sujets, et donc vous aurez le loisir à ce moment-là de lui poser toutes les questions que vous vous posez et il vous y répondra personnellement. Alors, j'ai du mal à faire le tri dans les questions parce qu'il y en a beaucoup, mais on va peut-être essayer de prendre les plus importantes et celles qui pourront répondre au plus grand nombre. On a eu pas mal de questions sur la sécurité par rapport à la confidentialité des données enregistrées dans l'IA. Donc là, effectivement, on est sur une problématique de cybersécurité, de confidentialité des données. Est-ce que là-dessus, aujourd'hui, on a déjà des réponses sur cette confidentialité, sur la manière de la gérer? Alors, oui, alors c'est vrai que comme je l'ai évoqué, c'est effectivement un sujet qui est capital. Les intelligences artificielles aujourd'hui, celles qui sont gratuites, même si effectivement le nombre de requêtes, je dirais, par jour est limité, c'est vraiment à proscrire. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est pas gratuit, c'est pas pour rien que ça soit gratuit, c'est qu'elles servent à entraîner les modèles d'IA et on peut absolument rien bloquer à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Ensuite, en prenant des abonnements pro, comme ils appellent ça, abonnements professionnels, on pourrait se dire, on est protégé, etc. Alors, on est protégé en partie, puisque dans certains IA, on peut rentrer dans les paramètres et directement, comment dire, sélectionner en disant, voilà, je ne souhaite pas que mes informations servent à entraîner le modèle. Alors, c'est vrai, ça c'est le gros avantage, ça limite déjà effectivement les risques. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous le savez tous, que ces IA sont d'origine soit chinoise, soit américaine. Alors chinoise dernièrement, puisque ils sont aujourd'hui, ils font un peu le buzz avec leurs nouvelles IA. Et donc ces IA stockent les données sur des serveurs qui sont à l'étranger et principalement aux États-Unis. Et donc, on a quand même un problème à ce niveau-là, c'est que ces données, effectivement, elles ne sont pas sur notre territoire en France et donc elles ne sont pas conformes forcément au RGPD et plus particulièrement à un sujet que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, qui est l'IA Act, donc cette fameuse réglementation européenne. Donc, aujourd'hui, on n'est pas garanti en rien à partir du moment où
rien n'est stocké sur les serveurs en France ou en Europe que vos données ne sont pas, seront totalement confidentielles. Alors du coup, effectivement, il y a deux questions un petit peu inhérentes à ce dont on vient de parler. Une première question, est-ce qu'il faut finalement un abonnement payant pour que l'IA apprenne à nous connaître? Puisqu'on vient de le dire, hein, l'IA, elle apprend de nous. Donc, peut-être quels sont les liens de mémorisation qui font qu'elle apprenne? Est-ce que c'est l'adresse IP, la connexion, etc. Et puis, du coup, vous venez de le dire, c'est peut-être un point faible d'entraîner l'IA, mais du coup, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin depuis maintenant plusieurs mois, les intelligences artificielles ont cette capacité d'avoir une mémoire. C'est-à-dire que chaque fois que vous posez une question ou une requête, vous n'êtes pas obligé chaque fois de redonner le contexte et vous représenter. Donc ça, c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est que ces données sont stockées. Donc, on revient sur ce que je venais de dire il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'elle mémorise toutes ces informations-là, donc potentiellement, elles peuvent être exploitables par d'autres. C'est ça l'inconvénient. Même en prenant des abonnements payants. C'est pour ça que, alors je reviens sur l'intelligence artificielle que je vous parlais, que je développe, qui justement sécurise ce point-là, mais il n'y a pas bien évidemment que cette solution-là. Vous pouvez aussi implémenter chez vous une intelligence artificielle en interne si vous avez les ressources techniques nécessaires en termes de serveurs et de capacité. C'est l'idéal dans le sens où vous fonctionnez en huis clos et que Mmh. aucune information sort de chez vous. Ça veut dire qu'il faut implémenter une intelligence artificielle au sein de votre entreprise avec les données, etc. Donc ça, c'est la solution, on va dire, luxueuse que beaucoup ne peuvent pas se permettre d'acquérir. Et ça a d'autres inconvénients en termes d'évolution, etc. Bon. Mais c'est vraiment la meilleure solution. Donc oui, ils ont l'effet mémoire, ça a des avantages. L'inconvénient, c'est que ces données-là peuvent servir, donc c'est un peu le revers de la médaille, quoi. Mmh. Oui, c'est sûr. Même ce Bon, on a aussi beaucoup de questions, mais je vous les transmettrai, Fabrice, par rapport à la solution Négocie Pro que vous avez évoquée. Voilà, ouais. beaucoup de questions sur la manière dont ça fonctionne, le coût, etc. Donc, pour tous les participants qui nous ont posé cette question, vous avez les coordonnées de Fabrice à l'écran et puis bien évidemment, je lui donnerai vos coordonnées aussi afin qu'il puisse vous contacter en retour. Est-ce que le droit d'auteur existe avec l'IA? Hein, on se pose déjà la question depuis très très longtemps avec Google, hein, tout simplement. Mais aujourd'hui, avec l'IA, qu'en est-il sur cette problématique particulière? Alors là, c'est un peu flou. C'est un peu flou parce que justement, pour l'instant, il n'y a pas une position ferme. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, je dirais que tout ce qui est généré par l'IA rentre dans le domaine public. Parce qu'il y a, alors, c'était une vraie question, c'est-à-dire est-ce que finalement, c'est la propriété intellectuelle de celui qui a créé l'IA? Est-ce que Mm. c'est celui qui a, puisque pour communiquer avec une IA, donc on utilise ce qu'on appelle des prompts, le prompt engineering, et est-ce que finalement c'est celui qui a créé le prompt qui a généré cette réponse, est-ce que c'est lui qui est propriétaire? Donc voilà, donc il y avait plusieurs approches. Finalement, aujourd'hui, ça rentre dans le domaine public, ce qui est généré. Par contre, il faut être très prudent, c'est par rapport au plagiat, puisque effectivement, Ouais. il faut savoir quand même que les intelligences artificielles aujourd'hui, qui sont d'origine américaine, parce que même Mistral, qui était à la base française, aujourd'hui un peu, je dirais, les mêmes travers, c'est que pour être performante aujourd'hui, ne se soucie pas justement de la propriété intellectuelle et toutes ces informations-là, enfin toutes les informations servent en tout cas pour entraîner les modèles d'IA et donc on peut se retrouver avec du plagiat. Donc il faut être très prudent là-dessus. Ouais, c'est sûr. Fabrice, je vous remercie encore infiniment. Encore une fois, Bah, venez écoutez, suivre la formation que Fabrice anime à nos côtés. Donc, il y a une session la semaine prochaine, mais qui est déjà complète, mais une autre session le 17 juin. Donc, nous serons très heureux de vous y accueillir. Et puis, bien évidemment, au second semestre derrière. Voilà.
bonne journée à tous, bon appétit. Merci. Et à très bientôt pour un prochain webinaire organisé par le département formation d'achatpublic.com. À bientôt, Merci Fabrice. beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.